Parmi les lieux les plus supposés hantés du monde se trouvent probablement ceux qui ont connu de grands traumatismes. Des maisons dont les murs ont vu des crimes ou parfois même des suicides. Des terres sur lesquelles se sont produits de véritables drames. Des hôpitaux où ont défilé des milliers de malades condamnés à une mort certaine. Et ces lieux, comme vous pouvez le deviner, ils sont pas mal nombreux. Dans le passé, et encore aujourd'hui d'ailleurs, les guerres, les épidémies ont marqué et marquent à tout jamais le visage de l'humanité, celui de la Terre aussi. Parmi les bâtiments encore debout, certains en ruine, on peut y voir les fantômes du passé. Peut-être même y entendre des fois par moments les cris des âmes perdues. Dans cette vidéo, c'est l'un de ces lieux que je vous propose qu'on explore aujourd'hui. Une vidéo au croisement de l'exploration et du paranormal avec une pointe de légende. Les amis, on part maintenant ensemble à Venise, sur l'île de Poveglia. Une île très connue des habitants depuis fort longtemps pour être soi-disant maudite. Il se murmure que quiconque y met un pied est condamné. Pour cause, on ne compte même plus les gens morts sur l'île de Poveglia, ni les cadavres qui ont été inhumés sur sol, malgré sa petite superficie. Avant de mener les amis cette excursion ensemble, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager la chaîne à vos amis si vous vraiment kiffez les histoires paranormales de la sorte. Si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo où on parle plutôt d'histoires paranormales que de true crime. Merci d'avance pour tous ceux qui le feront. Bon, je vous invite en vrai, avant de faire ça, à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment se faire un avis concret. Bref, on commence. C'est parti. Bon, l'Italie. Vous connaissez sûrement Venise, vous connaissez sûrement ses palais, ses ponts et ses gondoles. Et vous connaissez aussi sûrement ses lieux hantés. Et évidemment les amis, comme on est fan de paranormal sur la chaîne, on est là pour ça aujourd'hui. L'île, il faut savoir que de lieux hantés étranges, elle en compte pas mal. Comme le très célèbre Palais des Doges. Ce magnifique palais gothique qui date de la Renaissance a longtemps servi de prison. Une prison où l'été règne une chaleur digne de l'enfer. Aux environs des 50 degrés, les prisonniers entassés dans des cellules sous des toits de tôle bouillante. Et quand les autorités ajoutent des cellules au sous-sol, ce n'est pas du tout mieux. Les prisonniers vivent dans l'humidité, souvent même les pieds dans l'eau des marais qui remontent par le sol. Le célèbre d'ailleurs Casanova lui-même y fait un séjour avant de parvenir à s'enfuir. Toujours à Venise, parmi les lieux les plus hantés, on y retrouve le pont Rialto et ses rues aux alentours. On le dit, apparemment hanté par Fosco Lordan, ce noble de Venise marié à Elena Grimani, une femme si belle qu'elle attirait apparemment l'attention de tous les hommes. Jaloux au point de la faire constamment espionner, il finit malheureusement un jour par la décapiter. Depuis, à chaque anniversaire du meurtre, il réapparaîtrait dans les rues, tenant la tête de son épouse qu'il a lui-même décapitée entre ses mains. Quant au Palazzo Dario, il serait maudit. Le palais somptueux qu'aucun propriétaire ne pourrait apparemment habiter sans courir un terrible danger. Et bon, en réalité, ce n'est aucun de tous ces lieux qui nous intéresse aujourd'hui vraiment. Ce n'est pas précisément la cité de Venise en elle-même, mais une île plus petite encore, située au sud, dans sa lagune. L'île de Poveglia. Grande de 7 hectares, elle tient probablement son nom en raison de sa végétation, des peupliers. L'île est fréquentée par les pêcheurs depuis l'Antiquité, mais elle n'a jamais vraiment été habitée de façon permanente. Jusqu'en 864, où presque 200 familles vénitiennes, massacrées pour leurs opinions politiques, viennent s'y réfugier. Malgré alors l'exil politique, les familles font prospérer l'île. En moins d'un siècle, dites-vous, la communauté s'agrandit et ce ne sont pas moins de 800 maisons qui sont construites. Des plantations de vignobles voient le jour, en plus des ressources déjà présentes de viviers de poissons et de marais salants. Au XIVe siècle, alors, Poveglia est carrément devenue une république autonome. Et c'est aussi le point de contrôle d'ailleurs obligatoire des navires qui veulent se rendre à Venise. Mais vous le verrez, son déclin ne tarde pas vraiment. Le même siècle éclate une guerre qui oppose la République de Venise à celle de Gênes. Les cités vénitiennes sont alors occupées, pillées et incendiées, dont l'île de Poveglia. Après alors la guerre, sa population a considérablement diminué. La surface de l'île aussi alors est menacée. Au cours des siècles, elle diminue au gré des tempêtes, tremblements de terre et de l'érosion. À partir alors de 1468, l'île est utilisée comme lieu de quarantaine obligatoire pour les navires qui veulent tout simplement accoster sur le continent. On y construit alors des énormes entrepôts et des points d'amarrage. Car un autre drame très vite, vous allez le voir, s'apprête à frapper l'île. Un drame qui, par le passé, s'est déjà abattu sur l'humanité. Et vous allez très vite voir ce que c'est. La menace de la peste. S'insinuant de port en port par les échanges commerciaux, c'est une pandémie de peste qui se prépare. Une pandémie dont la dernière date de 541, la peste de Justinien. Cette maladie transmissible de l'animal à l'homme est causée par une bactérie. Et alors, une fois les premiers symptômes déclarés,
La mort est très rapide et son taux de mortalité d'ailleurs est très élevé. Surtout aux époques, vous l'imaginez, où on ne connaît pas vraiment l'origine de ce mal. Et vous imaginez, les connaissances aussi médicales et scientifiques ne sont pas du tout celles qu'on peut avoir maintenant. À l'époque des grandes pandémies, non seulement on ne sait pas du tout la traiter, mais on ne l'associe pas non plus à la puce. En réalité, il faut attendre 1894 pour qu'Alexandre Yersin identifie l'origine alors de la maladie, le bacille Yersinia pestis. Grâce à lui, on peut enfin savoir que la peste est principalement en fait transmise par piqûre de puce de rongeurs sauvages. Une puce porteuse de cette bactérie particulièrement virulente. Contaminés à leur tour par la piqûre, les humains peuvent ensuite se contaminer par intermédiaire des fluides corporels. Lorsque le malade tousse, par exemple. Les personnes en contact développent alors une forme pulmonaire de la peste. Une des caractéristiques des épidémies de peste est leur capacité finalement à s'éteindre pendant plusieurs années, avant de, comme par magie, réapparaître du jour au lendemain brutalement sous forme épidémique. Des épidémies qui, si elles se répandent de pays en pays, deviennent des pandémies. Et alors là, c'est beaucoup plus grave. Mais bon, il faut savoir que si on diagnostique le malade suffisamment tôt, aujourd'hui, elle peut être vite traitée efficacement par des antibiotiques. Même si bon, elle n'est pas éradiquée dans le monde entier. En 2025, elle sévit encore en Afrique, dites-vous, en Asie et en Amérique. L'Afrique subsaharienne étant d'ailleurs la partie du monde la plus touchée. Avec entre autres Madagascar, qui est le pays qui recense le plus de cas humains de peste au monde. En ce qui concerne l'Asie, les foyers les plus actifs sont en Chine. Et pour le continent américain, le principal foyer se trouve au Pérou. Et il faut savoir que cette peste, vraiment chiantose, peut prendre plusieurs formes. Bubonique, pulmonaire et même septicémique. Et la forme la plus répandue, c'est la forme bubonique. Et sa période d'incubation s'étend de 16 à 23 jours, dites-vous. Et si elle n'est pas soignée à temps, la mort survient dans les 3 à 5 jours après les premiers symptômes, avec un taux de mortalité de 40 à 60%. Si le malade ne meurt pas avant, elle se complique alors en septicémie. Et vous allez me dire, quels sont alors les symptômes? Dès les 24 premières heures après la transmission, le malade ressent alors une douleur localisée horrible autour des piqûres de puce. Ce sont alors les ganglions lymphatiques qui réagissent là, où la puce infectée introduit la bactérie. D'abord, on a les symptômes comme de la fatigue, de la fièvre et des atroces maux de tête. Les vomissements aussi sont là, les douleurs musculaires et même articulaires. Mais surtout, on a des bubons. En gros, pour vous la faire simple, c'est une sorte d'abcès qui se forme autour de la piqûre, sous forme d'une pustule de pus et de croûte. Un amas de pus qui se répand et se transforme en ulcère, avant les derniers signaux alarmants. Lorsque la contamination est générale, le malade souffre alors de la forme septicémique de la peste. Augmentation du rythme cardiaque et une forte agitation. Puis le délire, la confusion et les convulsions. Et la mort. Finalement aussi, dans les 36 heures suivantes, ses ultimes symptômes. À partir de 1347 alors, c'est justement la peste noire qui s'apprête à défigurer le continent eurasien. Cette deuxième pandémie ne se termine qu'en 1835, dites-vous. Soit près de 5 siècles pendant lesquels le continent subit d'énormes pandémies majeures régulières. Les pandémies se répandent alors si vite que les autorités iront jusqu'à installer un cordon sanitaire. L'Europe méditerranéenne, avec les ports de Venise, Malte et Marseille, n'échappe évidemment pas à leur lot de pandémies. Nombreuses, elles se déclarent dans les zones intenses d'échange et de trafic, de commerce. Les ports alors, vous imaginez, sont des boulevards pour toutes les maladies transportées par les marins de terre en terre. Pour cause, à l'époque, le commerce est principalement maritime. Cette nouvelle pandémie de peste arrive justement par les rives de la mer Noire. Les marchands génois y ont installé alors un comptoir de commerce à Kaffa. Mais ils sont assiégés par une horde de Tartares. Ce peuple, d'origine turco-mongole, est venu d'Asie avec les guerres de Gengis Khan. Et la horde a pour objectif alors de prendre le contrôle des routes commerciales dans la zone. Prendre possession de ce point stratégique, le port de Kafia, qui est le principal port pour relier l'Asie à l'Europe. Après alors 2 ans de siège, l'armée mongole est contrainte de se retirer. Elle-même est décimée par la peste bubonique. Avant de quitter alors le siège, ils jettent les cadavres des pestiférés par-dessus les murs d'enceinte de la ville. Une stratégie qui est très connue pour être l'une des premières utilisations d'armes bactériologiques de l'histoire. Si la bactérie peut se transmettre vivant, elle se transmet aussi par les morts. Surtout par le contact direct avec les cadavres dont les tissus ou fluides sont infectés. Touchés alors à leur tour par la peste, les marchands génois sont contraints d'abandonner la ville de Kaffa malgré le lever du siège. En se dispersant en Méditerranée, les marchands alors italiens transportent avec eux des rats infectés de puces. Les commerçants, les marchandises, les navires alors repartent en Europe et sont d'ailleurs à l'origine de la deuxième pandémie de peste de l'histoire. En Europe, dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, de port en port, la maladie alors se répand. Progressivement, mais sûrement. Les bateaux infestés accostent d'abord dans les ports de Constantinople.
puis de Messine, en Sicile. À partir de là, les épidémies touchent l'Italie puis gagnent Marseille et se propagent enfin très rapidement sur le reste du continent européen. On parle alors là d'une propagation de 30 à 100 km par jour. Dites-vous qu'en 5 ans seulement, on estime qu'un tiers de la population européenne de l'époque ne survit tout simplement pas à ça, soit 25 millions de victimes humaines sur une population totale de 75 millions d'habitants. Ces épidémies contraignent alors les normes sanitaires à s'adapter. Et si aujourd'hui on connaît l'origine et la mode de transmission de la peste bubonique, à l'époque, la médecine évidemment européenne ne le connaissait pas du tout. Mais par expérience, les médecins ont compris très vite que le mal se communique souvent d'individu à individu, par animaux ou objets infectés. Les normes alors sanitaires enfin sont instaurées. Localiser les foyers et signaler les cas. Puis isoler et séparer les personnes contaminées ou suspectées de l'être. On a conscience que le moyen encore le plus efficace est la prévention, même s'il est insuffisant à arrêter la propagation de la maladie. Surtout que les autorités, à ce moment-là médicales, se battent contre un ennemi qui leur est complètement inconnu. Elles ne maîtrisent pas les périodes d'incubation, ni même la durée de la contagiosité du malade. Et comme on ne connaît pas du tout encore le mode de transmission précis, très précis, on ne sait plus du tout quel objet doit être considéré contaminé ou pas. Même les traitements, dites-vous, médicaux sont complètement inefficaces, voire sur le moment absurdes. Alors contre les fièvres liées à la peste, les médecins proposent des préparations en tout genre. Comme la thériaque, une préparation à base d'opium censée atténuer la diarrhée et les douleurs. Ou encore des préparations à base de matière animale. Ils pouvaient utiliser du venin de vipère et même parfois de l'huile de scorpion. Et aussi le bézoard, qu'on pense d'ailleurs à l'époque être un antidote. Ce petit caillou se forme dans l'intestin de certains ruminants à partir de matières qui n'arrivent même pas à digérer et qui finit par se calcifier. Sans parler des méthodes censées purger le malade. Laxatif, vomitif, saignée, etc. Bon, vraiment, ils vont tout essayer. Incision des bulbants purulents, cataplasme d'herbes aromatiques et même du vin chaud. Ils ne savent vraiment plus quoi faire. Ils essayent tout ce que l'on pense finalement efficace. Tout ce que la médecine pense avoir appris des épidémies du passé. Et quand la peste noire alors frappe, la croyance principale, c'est qu'elle ne se transmet pas du tout par les miasmes de l'air. Alors pour faire très simple, les miasmes en fait sont des émanations de substances organiques en décomposition. Des odeurs de pourriture en fait, pour faire simple. Ce sont eux très précisément que l'on pense contagieux. Alors partout où la maladie passe, on essaie de purifier l'air. Et pour lutter contre ces miasmes, on dresse alors de grands bûchers dans lesquels on brûle des plantes aromatiques, des parfums et même du tabac. Alors bien sûr, les médecins chargés des malades élaborent tous les outils de protection possibles. Alors, on a les fameux, vous savez, masques à bec de canard, notamment destinés à désinfecter l'air au contact d'un pestiféré. Le but avec ça, c'est de ne pas en fait respirer l'air pestilentiel. Il contient plusieurs plantes aromatiques dont on connaît déjà à l'époque les propriétés désinfectantes. Ils vont aussi utiliser une éponge placée devant la bouche et imprégnée de vinaigre des 4 voleurs. Un mélange en fait de vinaigre blanc et d'absinthe dans lequel on macérait plusieurs plantes. Il présente des propriétés antiseptiques. Mais bon, en réalité, ce masque permet plus de supporter l'odeur de la mort que de lutter finalement contre la propagation du virus. Car encore, personne ne sait réellement d'où elle vient et ce qui la cause. Alors, tout le monde au début va penser que c'est une colère divine, mais est-ce que c'est vraiment ça? Il faut dire que certains croyants, surtout à cette époque beaucoup plus religieuse et superstitieuse, ils vont finir par sombrer dans plusieurs dérives. On cherche en fait des coupables parmi les minorités. Alors beaucoup de personnes vont accuser au début les juifs. Et d'autres vont aussi accuser les sorcières. Est-ce que ce ne serait pas eux qui causent tous ces malheurs? D'autres vont même penser que c'est peut-être les mendiants. Un groupe religieux, les flagellants, estime alors qu'il faut apaiser la colère divine par la repentance. Ils se rendent alors de ville en ville et se fouettent pour demander pardon à Dieu. En faisant ça, ils espèrent en fait faire cesser la pandémie. Mais malheureusement, leur action, ironie du sort, va provoquer tout l'inverse. Tout ce qu'ils s'infligent comme blessure va contribuer significativement à répandre la bactérie. Tout ça va alourdir beaucoup plus le nombre de victimes. En réalité, le véritable seul espoir sur lequel les autorités comptent là, c'est l'isolement des malades. Sur Terre, dans les villes loin des ports, on isole alors les malades de chez eux. La paranoïa est telle que parfois des familles entières, dites-vous, sont enfermées ensemble alors que certains membres ne sont même pas contaminés. Dans les endroits qui manquent de bâtiments, on construit alors des baraquements de fortune, les pest house. On brûle dès que l'on peut
dès que l'on soupçonne un objet être contaminé. Bon, évidemment, face à toutes ces mesures sanitaires, les plus riches ne sont pas du tout soumis au traitement des plus pauvres. Et ce sont d'ailleurs souvent les populations les plus faibles qui finissent dans les mouroirs. Quant aux échanges commerciaux, ils sont aussi strictement contrôlés. Surtout les navires, vous imaginez, qui viennent des ports que l'on connaît être atteints par la maladie. Des périodes de quarantaine alors sont systématiquement mises en place pour les navires. Les zones maritimes ou portuaires, déjà points de passage obligatoires, deviennent alors des zones de quarantaine. On isole alors les marins, les navires et les marchandises même le temps de vérifier si des cas se déclarent. Et c'est alors au XVIe siècle, dans ces conditions, que l'île de Poveglia va basculer dans un destin qui la hantera jamais. La pandémie de la peste noire sévit alors maintenant par des pics épidémiques depuis près de 2 siècles. En 1576, Venise qui déclare une épidémie. L'île de Poveglia est transformée alors en lazaret. Ces établissements d'isolement et de soins existent déjà dans le milieu maritime depuis 2 siècles déjà. Ils servent déjà de façon générale à la mise en quarantaine contre d'autres épidémies. Mais ils sont quand même vachement plus utilisés pendant les épidémies de peste noire. Au nord de l'Italie, il en existe déjà 2, dites-vous. Mais comme il est déjà saturé par les malades, on en construit un supplémentaire sur l'île de Poveglia. Depuis le début alors de la pandémie, des règles d'hygiène sont instaurées de façon permanente, même en période d'accalmie. Des normes alors sont exigées, comme le contrôle des écoulements des eaux usées, mais aussi des contrôles fréquents des populations que l'on estime les plus à risque, notamment les prostituées, régulièrement en rapport avec des marins dans les zones portuaires, mais aussi les mendiants qui vivent dans ces conditions sanitaires plus propices à la propagation de la maladie. Des contrôles qui, encore une fois, ne s'appliquent qu'aux populations déjà fragilisées. Alors historiquement, il est vrai aussi que certains métiers sont beaucoup plus à risque que d'autres, comme les tailleurs, drapiers, chiffonniers et lavandières, fréquemment exposés aux puces transportées par le textile. Mais aussi les meuniers, boulangers et bouchers, dont la matière première et les conditions attirent les rats. Et donc, comme vous l'aurez deviné, les puces. Les autorités sanitaires alors contrôlent de plus en plus les commerces alimentaires et le textile. Les cimetières alors sont surveillés beaucoup plus pour détecter immédiatement une éventuelle hausse de la mortalité. Certaines villes vont jusqu'à exiger même un certificat médical en cas de décès qui stipule la cause de la mort. Toute mort rapide après le début de symptômes de maladie est suspectée, dites-vous, d'être un cas de peste. En face, à l'ennemi commun, les cités du nord de l'Italie alors s'accordent sur la mise en place d'un passeport sanitaire nécessaire pour circuler d'une ville à une autre. Un document sanitaire destiné à échanger les informations sur les voyageurs et passagers de navires. Bon, des mesures qui n'empêchent pas du tout l'épisode qui va arriver à Milan. En 1610, de faibles récoltes agricoles engrainent alors une crise économique, sociale et aussi sanitaire. Une crise qui entraîne des disettes et avec des risques d'épidémie. L'Italie du Nord est à ce moment une région relativement riche. Bon, la majorité de la population vit dans des conditions absolument insalubres. À Florence, par exemple, les caves des cités de bas quartier sont pleines de déjections humaines. Les puits sont contaminés par les eaux usées et deviennent non potables. Partout règne la puanteur et la saleté dans les rues comme dans les maisons. Et bien sûr, les parasites sont continuellement présents, comme les puces, les poux et les rats. Quant aux paysans, ils crèvent la dalle, vous imaginez, et ils se ruent alors au port des cités pour mendier. Car même si ce sont eux qui cultivent la terre, les stocks de nourriture sont gardés dans des réserves de l'État. Seuls les plus riches alors peuvent se permettre de stocker de la nourriture chez eux. Des conditions qui entraînent alors la grande peste de Milan. Une épidémie qui durera 3 ans et emportera 1 million de personnes dans la région, soit 25% de la population du nord de l'Italie. Alors parmi une des populations les plus touchées, celle de Venise. La ville devient rapidement une usine à cadavres. Et la ville reprend des mesures très strictes d'isolement et de quarantaine. Des périodes qui varient de 8 à 40 jours selon le degré estimé de la contagiosité. Ceux qui n'ont eu aucun contact avec la maladie, souvent les enfants et les femmes, bénéficient alors du confinement à domicile. Mais aussi les habitants qui ont des maisons plus spacieuses et qui peuvent contaminer les pièces contaminées. Ou encore ceux qui sont en mesure d'aller séjourner dans une propriété à la campagne. Contrairement, les plus fortunés ne sont pas du tout logés à la même enseigne que les pauvres. D'autant plus qu'il est assez difficile pour les autorités de faire respecter les normes sanitaires dans les bas quartiers. Le manque d'hygiène, la mauvaise alimentation, autant de facteurs qui rendent les populations pauvres plus susceptibles de contracter la peste. Les plus miséreux sont alors envoyés, eux, dans les lazarets. Les pauvres sont donc surreprésentés parmi les confinés dans les lazarets. Ils n'ont pas vraiment la bonne réputation. Même les membres du clergé, chargés de s'occuper des lazarets à cette époque, ne sont pas nombreux à se porter volontaires. Ceux qui y vont le font par pure dévotion en fait. Il faut dire que qui aurait envie d'être enfermé avec les pestiférés? Avec la peur que la bacille se propage, la paranoïa alors s'installe. On envoie les personnes que l'on suspecte être malades de la peste au lazaret, parfois aux moindres symptômes.
juste finalement par précaution. Et souvent aussi contre leur volonté, arrachés aux bras de leur famille. De gré ou de force, les autorités y font conduire parfois des familles entières, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Des mesures de précaution moins risquées et beaucoup plus faciles à faire respecter que les quarantaines, quoi. Les pestiférés envoyés alors au lazaret de Poveglia n'ont aucune chance d'en revenir. Les rumeurs locales disent que sous les terres de l'île de Poveglia, ce sont près de 160 000 personnes qui sont enterrées. Au point qu'aujourd'hui, ça constituerait près de 50% de son sol. Bah oui, vous imaginez, face à la mort qui décime comme ça les malades, on n'a pas forcément le temps de les inhumer dignement, avec de belles tombes, etc. Partout alors en Europe, pendant les pics d'épidémie, on est dépassé par les cadavres. Sur Poveglia, on creuse de grandes fosses communes où les corps sont jetés, pour certains encore presque en vie. Quand les fosses sont insuffisantes, on installe alors de grands bûchers pour faire brûler les corps. Les pêcheurs, dites vous-même, ne s'approchent plus de l'île. Ils sont effrayés. On dit que son sol est fait des cendres des morts. Leur plus grande peur à ce moment-là, c'est de prendre dans les filets les ossements des personnes victimes de la peste. Les ports avec lazaret fonctionnent alors comme des verrous de sûreté pour tenter de lutter contre la mort. Les navires doivent évidemment se soumettre aussi à des normes très strictes avant de pouvoir accoster. Surtout des navires de commerce qui transportent des marchandises en provenance des ports où sévit la peste. Le capitaine du navire, pour vous expliquer, est chargé de s'approcher seul en canot des agents d'autorité sanitaire. Il doit alors, après ça, passer un interrogatoire très complet. Nom du navire et nom du capitaine, nationalité, provenance, cargaison, passagers, état de santé, rencontres et incidents durant la traversée, etc. Et évidemment, tout ça à distance, bien sûr. Puis, ce sont les papiers de bord du navire qui sont exigés et saisis, toujours à distance évidemment, avec de longues pincettes. Soigneusement, ils sont passés à la vapeur de soufre pour les désinfecter. D'autres pays les aspergent au vinaigre. Bon, en vrai, chacun sa technique. Les autorités sanitaires décident alors de la durée de la quarantaine selon le risque d'infection du navire et son équipage, en fonction de sa provenance, mais aussi de sa marchandise. Puis, c'est au navire d'être ancré au large du lazaret et purifié. Il est nettoyé et on fait brûler à bord depuis la cale diverses substances à base de soufre. De tous les navires, ce sont les cargaisons de commerce qui sont les plus contrôlées. Et heureusement en vrai. D'expérience, les autorités savent très bien quelles marchandises sont les plus susceptibles de transmettre la peste. Textiles, fourrures et poils sont particulièrement suspectés et isolés, soumis aux quarantaines les plus longues. On tente alors de lutter là contre la maladie avec les connaissances médicales et scientifiques de l'époque, comme on peut quoi. Les marchandises alors sont déballées et répandues dans des entrepôts ouverts. Soumises au vent et au courant d'air, on espère les purifier. Parfois, elles sont même lavées à l'eau vinaigrée. Les ouvriers alors chargés de ces tâches sont eux-mêmes contraints de rester au lazaret. On les surnomme les portefaix, c'est-à-dire des personnes dont le métier est simplement de porter des fardeaux, quoi. Les cargaisons de denrées alimentaires, de plantes et de manteaux, elles sont alors considérées beaucoup moins risquées. Elles passent carrément plus rapidement les contrôles sanitaires. Les passagers alors aussi sont soumis à une quarantaine et sont contraints de rester à bord ou au lazaret de l'île. À la fin alors de la quarantaine respective, les marchandises sont emballées, rechargées à bord. Les navires et passagers peuvent alors débarquer à leur point de destination, 2 siècles durant les mêmes normes sanitaires. Bon, avec le temps, les bâtiments de l'île de Poveglia sont adaptés à l'activité d'isolement et de soins. On y construit alors des puits pour évacuer les eaux usées et tenter de limiter le plus la contamination par l'hygiène. Une église est même d'ailleurs dressée et dédiée à Saint Vital de Ravenne, un saint enterré vivant à l'époque romaine. Elle devient alors le seul refuge d'espérance des malades. De cette église, fermée en 1806 puis démolie, il ne reste qu'aujourd'hui que le clocher. Cette tour sera transformée en phare par l'histoire. Mais sur la terre de Poveglia réside toujours cette stèle en pierre où il est inscrit en latin « Ne fouillez pas, les morts par contagion demeurent ici ». Un avertissement à ne pas déterrer cette maladie que les pestiférés portent. À ne pas finalement venir déranger les âmes tourmentées qui ont besoin de repos. Par son emplacement alors et son équipement, l'île de Poveglia continue de servir le lazaret même après les épidémies de peste. Car le choléra ou encore la fièvre jaune menacent encore. Plus généralement, l'île et ses bâtiments restent un espace d'accueil, d'isolement et de soins des malades. Quand les épidémies se font de plus en plus rares, le lazaret sert alors d'hôpital militaire. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, encore. Occupés par l'Italie, les bâtiments alors auraient aussi abrité une prison pour résidents. Bon, on ne peut qu'imaginer le lot de souffrances et de traumatismes qu'ont vu passer les murs de l'établissement de Poveglia. Après la guerre, le bâtiment est alors restauré pour accueillir une maison de convalescence et de repos pour personnes âgées. Une fonction qu'il occupera jusqu'en 1968
où il ferme d'ailleurs définitivement à ce même moment. L'île sera, comme vous l'aurez compris, progressivement abandonnée. La réalité se mêlant à la légende, on trouve parfois que Poveglia a accueilli un hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ce qui n'empêche pas du tout pourtant des rumeurs de circuler à son sujet. Localement, on raconte déjà que l'île accueille toujours les esprits des pestiférés qui y ont été amenés pour mourir. Et que si l'on creuse son sol, on y trouve apparemment encore des restes de leurs ossements. Il se murmure aussi que toute personne présente sur l'île durant la nuit peut entendre des gémissements et voir les âmes qui errent dans l'île. On y entendrait apparemment souvent sonner, d'après les explorateurs qui sont allés là-bas, la cloche du campanile. Une cloche fantôme, elle-même retirée du clocher lors de sa transformation en phare. Et les résidents de la maison de retraite se disent tourmentés par des présences invisibles apparemment. Certains résidents affirment voir des ombres ou entendre des murmures dans la nuit. Dites-vous qu'il y a même des personnes qui ont entendu des enfants jouer et rire. Ils auraient vu aussi apparemment des présences fantomatiques qu'ils pensent être celles des enfants pestiférés du lazaret de Poveglia. Bon, même si, pour être totalement transparent, on trouve difficilement des sources précises et fiables de témoignages. Comme vous l'aurez vu même d'ailleurs dans cette vidéo, on est carrément plutôt sur une vidéo sur l'histoire de l'île que vraiment sur beaucoup de faits paranormaux. Car avec Julie, on a vraiment eu du mal à trouver des informations réelles, factuelles et sûres sur les potentiels événements paranormaux de l'île. Apparemment, on raconte aussi qu'un soi-disant médecin suisse aurait apparemment aussi pratiqué de sombres expérimentations médicales, notamment sur la lobotomie. Alors pour la faire très simple, cette intervention chirurgicale consiste à sélectionner un bout du cerveau. Il se dit que, torturé lui aussi par les âmes de l'île, il aurait apparemment sombré dans la folie avant de se jeter du clocher de l'ancienne église. Dans sa chute, des témoins apparemment l'ont vu enveloppé par une étrange brume qui l'a happé et l'a fait complètement disparaître. Selon la légende, son esprit alors hante toujours l'île et tourmente ceux qui osent s'aventurer dans les bâtiments abandonnés. Car en dehors de la réelle horreur de la pandémie de la peste, on peine vraiment à trouver des sources qui nous fassent sortir de la légende. Même s'il est indéniable que l'aspect historique de l'île de Poveglia semble étrangement la destiner à l'horreur. Mais par exemple, dans les recherches qu'on a pu faire avec Julie quand on vous a écrit la vidéo, on ne trouvait absolument aucune trace du soi-disant docteur fou qui a fait des expériences scientifiques sur des patients. Aucun article de journal rapportait qu'un médecin se serait même suicidé sur l'île de Poveglia en se jetant du haut du campanile. Ni même aucun autre fait divers, en vrai, dans la cité de Venise qui aurait pu causer une confusion. Pour cause, le docteur Sarl n'a probablement jamais existé. Même certains historiens, dites-vous, douteraient de l'utilisation du lazaret de Poveglia pendant la peste noire. En réalité, l'île est surtout prétendue hantée à partir du 21e siècle grâce à la popularité des émissions de chasseurs de fantômes. Ces enquêteurs de l'étrange ratissent le monde entier en quête de lieux que l'on dit apparemment maudits ou hantés. Poveglia en fait partie, de par surtout son passé hyper traumatique, au point tout de même d'être considérée aujourd'hui comme l'une des îles les plus hantées du monde. Elle est aussi prisée par des explorateurs beaucoup plus rationnels, les amateurs d'urbex venus finalement visiter ces lieux, ces bâtisses un petit peu flippantes et abandonnées. Et aussi, ça attire vachement les amateurs du dark tourisme, ce qui donc contraint les autorités à interdire l'accès touristique à Poveglia et condamner les bâtiments. L'île est alors mise en vente par l'État dans les années 2010, mais elle reste sans acheteur potentiel jusqu'en 2014, jusqu'à ce qu'un riche entrepreneur qui se présente sous l'identité de Monsieur X propose de l'acheter pour 513 000 $. Son projet est d'y construire un hôtel de luxe. Mais une association de citoyens s'organise alors pour sauver l'île et éviter qu'elle finisse tout simplement en accueil de plus pour le tourisme de masse. Venise et sa lagune étant déjà menacées par l'activité touristique. Mais l'État ne cède finalement à personne. Poveglia est finalement remise en vente en 2022, mais n'aurait à ce jour toujours pas trouvé d'acquéreur. Bon, à partir de 2004, malheureusement, l'afflux de chasseurs et d'explorateurs en tout genre oblige les autorités à fermer l'accès à l'île. Malheureusement. En 2018, une ordonnance interdit même la navigation autour de Poveglia. Et bon, progressivement, c'est enfin la vie qui reprend le dessus malgré ces bâtiments abandonnés. Les activités principales comme l'agriculture, la viticulture et la pêche sont relancées très vite. La faune et la flore locale reprennent aussi le dessus. Et Poveglia, maintenant, est un petit refuge environnemental dans la lagune de Venise. Même si les légendes sont ancrées, la vie, elle, trouve toujours un chemin. Depuis la remise en vente de l'île, l'association Poveglia Pertuti continue vachement de se mobiliser pour dynamiser au mieux l'île à travers diverses activités et sensibiliser le plus possible à sa sauvegarde. Car même si elle est magnifique et pleine de merveilles, Venise est menacée d'engloutissement. C'est pourquoi certains tiennent quand même à préserver Poveglia de l'activité humaine. Mais alors la légende à ce propos, de ce territoire,
est-ce qu'elle est vraie en fait? Est-ce que c'est vrai que si vous posez le pied là-bas, sur cette île, vous êtes condamné à un destin funeste? Bon, si vous aventurez sur l'île de Poveglia, prenez quand même garde, car vous risquez peut-être, en plus des âmes, d'y retrouver peut-être et de vous faire poursuivre par les autorités. Personnellement les amis, j'adorerais explorer cette île. J'ai peut-être une touche avec Gabriel et Corentin, ils me l'ont proposé d'aller sur l'île de Poveglia. Ça peut être très cool d'y passer 3 jours, peut-être faire un format là-bas où on se raconte des histoires. Ça peut être génial, imaginez la vignette, tout ça, le titre. 4 histoires sur l'île de Poveglia, l'île la plus hantée du monde, ça pourrait être vraiment fou. J'aimerais vraiment même voir, confirmer si les légendes là-bas avec du matos pourraient finalement s'avérer être vraies ou pas. Dites-moi les amis ce que vous en pensez honnêtement en me mettant un petit commentaire. Est-ce que vous êtes encore là? Commentez sans contexte, ça peut être très drôle. Poveglia en commentaire. Ne restez pas déconnectés trop longtemps les amis, en ce moment on poste beaucoup de vidéos sur la chaîne. J'espère que vous aimez ce genre de vidéos où je raconte un peu des faits historiques liés un petit peu avec le paranormal. En tout cas moi ça m'a pas mal plu de vous partager cette histoire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Léo et je vous dis bonne nuit. Enfin du moins essayez de passer une bonne nuit après ça. Salut. Come on! Oh God! Shoot them! Okay, another one is incapacitated. Okay, we repair. Okay, we got 2 of them. Just 1 left. Just 1 left. 5! Ready on the guns! Okay. Let's not hit the ship. Oh no! Oh no! Okay. Oh, this is bad. Okay. We turn. Oh, they're so fucked. Oh, they're so fucked. God. We need to turn.